Pour la culture en association céréales-légumineuses, peu de conseils sont disponibles pour choisir les variétés à semer. Et il n'y a presque pas de sélection spécifique à ce mode de conduite. Les variétés de céréales et de légumineuses sont sélectionnées séparément, dans des conditions de monoculture. Et les agriculteurs basent leur choix variétal pour la culture associée sur les caractéristiques des variétés cultivées en culture pure. Or, les caractéristiques variétales en culture pure ne sont pas forcément prédictives de celles observées en culture associée, à cause des interactions entre les espèces. Par ailleurs, peu de connaissances existent actuellement sur les caractéristiques variétales clés impliquées dans les interactions entre espèces, qui pourraient expliquer que certaines variétés seraient mieux adaptées que d'autres à la culture associée. Nous avons choisi de travailler sur l'association d'espèces blé meunier panifiable pour l'alimentation humaine, pois protéagineux divers pour l'alimentation animale. Nous nous basons sur une approche d'expérimentation au champ, avec des gammes variétales contrastées sur un petit nombre de caractéristiques que nous pensons impliquées dans la compétition entre les deux espèces. Pour le blé, l'aptitude au tallage, la précocité et la hauteur à épiaison. Pour le pois, la date de début de floraison, la durée de floraison et la hauteur à fin floraison. Les combinaisons de ces différentes caractéristiques nous ont amenés à travailler sur 10 variétés de blé et 9 variétés de pois cultivées en monoculture et en culture associée. Les 90 associations ainsi que les 19 variétés en monoculture ont été semées en agriculture biologique sur une parcelle appartenant à un agriculteur près de Rennes. Les performances que nous mesurons sont le rendement de chacune des espèces, le rendement cumulé et la teneur en protéines du blé. D'autres paramètres sont également mesurés tout au long de la culture, comme la phénologie, les dynamiques de hauteur, le niveau de mauvaises herbes, de maladies ou de verse et de couverture de sol. Les analyses que nous avons réalisées sur notre premier essai montrent que, pour le blé, les caractéristiques en culture pure prédisent relativement bien celles observées en culture associée. Les agriculteurs et les sélectionneurs peuvent donc en grande partie baser leur choix variétal sur les caractéristiques des variétés de blé observées en culture pure. Pour le pois, par contre, plusieurs caractéristiques importantes comme le rendement ne sont pas bien prédites par la culture pure. Nous observons des inversions de classement entre les variétés pour leur performance en culture associée et en culture pure. Nous avons également constaté que les caractéristiques variétales du pois impactent davantage les performances en association que celles du blé, et que les caractéristiques variétales à choisir ou à sélectionner pour des performances optimisées sont opposées pour le rendement en blé et les rendements cumulés d'une part, le rendement en pois et la teneur en protéines du blé d'autre part. Ces premiers résultats sont encore à confirmer sur un plus grand nombre de variétés, d'années et d'environnements. C'est pourquoi nous avons proposé à nos collègues de l'UMR-GQE d'Inrae près de Versailles, de l'Académie des sciences de Martonvásár en Hongrie et de l'Université de Thessalonique en Grèce de semer des essais complémentaires et que, de notre côté, nous avons à nouveau semé cet essai à Rennes cette année. À plus long terme, nous visons le développement de modèles, prenant en compte notamment la stabilité des résultats obtenus par chaque couple d'espèces sur les différents environnements, la prise en compte d'autres caractères variétaux et l'étude des corrélations entre tous ces caractères. Pour contrôler les épidémies liées aux maladies aériennes chez les plantes et dans la perspective de réduire l'usage des produits phytosanitaires au champ, en particulier les fongicides, nous envisageons d'utiliser le levier lié à l'architecture des couverts, donc des peuplements végétaux. Et parmi ces couverts, la littérature montre que des couverts associant différentes espèces végétales, permettent de créer des architectures de couverts qui soient suffisamment originales. Et dans un grand nombre de situations, ces architectures de couverts permettent un meilleur contrôle des épidémies aériennes. Ce meilleur contrôle des épidémies peut passer par plusieurs processus. Donc un premier processus par les effets de la dilution de la ressource, par le simple fait qu'on sème une densité réduite des espèces. Un second processus passe par les effets barrières, donc on imagine une réduction de la dispersion du pathogène, par exemple de ses spores de reproduction au travers des couverts.
Un troisième effet peut être lié à des gradients de microclimat dans le couvert, à des modifications des conditions de température et d'humidité qui peuvent être plus ou moins favorables aux maladies. Par ailleurs, on peut envisager des effets liés à la réceptivité de la plante, sachant que les deux espèces vont avoir un usage différent, souvent complémentaire des ressources en nutriments, en lumière et en eau, que cela peut modifier leur état nutritionnel et donc leur réceptivité aux pathogènes. Enfin, il peut y avoir des interactions directes ou indirectes entre plantes, à travers par exemple des exudats racinaires ou l'émission de composés volatiles organiques qui peuvent être plus ou moins favorables au développement des maladies. Ces effets dépendent largement des règles d'assemblage entre espèces, par exemple des modes de semis. On peut semer les espèces en mélange complet, on peut semer les espèces en ligne alternée, voire en bande alternée sur des surfaces plus importantes. Ça va dépendre également des densités relatives de chaque espèce, suivant qu'on ajoute les doses de semis ou qu'on les substitue entre espèces. Et puis ça va dépendre des traits des variétés, de leur hauteur, de leur précocité, de leur potentiel de ramification. Autant de critères qui contrôlent la compétitivité et la complémentarité entre espèces. Ce travail sur les règles d'assemblage se focalise donc sur l'identification de compromis pour optimiser le contrôle de différents pathogènes, puisque le couvert végétal va rencontrer différentes maladies, optimiser le contrôle de complexes de pathogènes qui peuvent intervenir conjointement ou successivement en culture, tout en maintenant évidemment une stabilité de la production et de la qualité des produits issus de l'association. Les hyménoptères parasitoïdes sont des régulateurs potentiellement très efficaces des populations d'insectes ravageurs des cultures, et notamment des pucerons. Les femelles pondent leurs œufs à l'intérieur du puceron, la larve se développe à l'intérieur, le transforme en momie, le tue, et en émerge quelques jours plus tard sous forme d'un adulte, qui va à son tour rechercher des pucerons à parasiter. Les parasitoïdes ont besoin de plusieurs types de nourriture au cours de leur vie. Des pucerons pour le développement des larves, qu'ils soient de l'espèce à réguler ou bien d'autres espèces, et des sources de nourriture quotidiennes pour les adultes, principalement du nectar. De nombreuses espèces de plantes produisent dans leurs fleurs du nectar floral pour attirer les pollinisateurs. Et certaines, comme la févrole, produisent en plus du nectar extrafloral, principalement pour les ennemis naturels, dont les parasitoïdes. Certaines cultures, en revanche, n'en produisent pas du tout. C'est le cas des céréales. Dans les cultures intensives de blé dont on supprime les mauvaises herbes, il y a quantité de pucerons à parasiter, mais il n'y a pas de nectar disponible pour les parasitoïdes. Ils doivent aller en chercher à l'extérieur du champ ou se rabattre sur le miel à des pucerons de moins bonne qualité nutritionnelle. Dans les champs de févrole, en revanche, les parasitoïdes trouvent du nectar extrafloral et quelques autres. Les milieux diversifiés avec différentes cultures et des plantes sauvages proposent des ressources complémentaires et sont plus favorables aux parasitoïdes. La distance entre le nectar et les pucerons a cependant une grande importance. En effet, en présence de deux zones présentant chacune une des ressources, les parasitoïdes se concentrent sur l'interface pour minimiser les coûts de déplacement et leur activité diminue rapidement avec la distance à l'interface. Ainsi, l'impact des bandes fleuries en bordure de champ est restreint à quelques mètres de la bordure pour les parasitoïdes, qui ont souvent des capacités de dispersion limitées. En regroupant deux cultures dans une même parcelle, sous la forme de cultures associées, on apporte des ressources complémentaires à proximité immédiate des hôtes, et on espère ainsi augmenter le contrôle biologique des pucerons. Ces cultures associées, en plein essor, peuvent être réalisées selon des densités relatives différentes et des arrangements spatiaux différents, en bande, en row alterné, en mélange aléatoire, avec pour chacune des avantages et des inconvénients en termes agronomiques et de facilité de gestion. Avec l'arrangement spatial, on modifie la distance entre les ressources et la densité d'interface dans la parcelle. Nous nous attendons donc à ce que dans les arrangements avec une intrication élevée des deux cultures, les pucerons et le nectar soient plus proches, les interfaces plus nombreuses, et que cela constitue des habitats plus favorables pour les parasitoïdes. Et donc, in fine, un contrôle biologique plus élevé dans ces cultures associées. Pour tester ces hypothèses, nous avons délimité sur une parcelle de blé des micro-parcelles d'environ 15 à 20 mètres
avec des associations de blé et de févrole et avec différents arrangements. Donc il y a des bandes plus larges, plus étroites, des rangs alternés ou des parcelles témoins de blé pur. Sur environ 20 plantes choisies aléatoirement, nous comptons toutes les espèces de pucerons que nous observons, qu'ils soient sains ou momifiés. Et nous notons également la distance à l'interface la plus proche entre blé et févrole. Nous utilisons également des aspirateurs pour capturer les auxiliaires prédateurs et les parasitoïdes qui vont être analysés chimiquement pour savoir s'ils se sont bien nourris ou non. L'évolution des autres ravageurs, des maladies et des adventices est aussi suivie. Nous observons la production de nectar extrafloral des févroles et réalisons une estimation du rendement de chaque parcelle. En mettant en relation ces différentes mesures, cette expérience devrait nous permettre de mieux comprendre comment les auxiliaires exploitent les ressources alimentaires dans les cultures associées et d'identifier l'arrangement spatial optimal, maximisant le contrôle biologique des ravageurs.